Bonjour à tous et bienvenue sur notre web séminaire Le maintien de l'emploi en R&D via le plan de relance. Il vous sera présenté par David Bruchelen, qui est directeur général de Sciences MeUp, qui est une filiale du groupe Layton, axée sur le recrutement scientifique. Et il est également directeur conseil innovation chez Layton. Pour information, tous vos micros sont coupés, mais vous pouvez interagir avec notre conférencier dès que vous le voulez, soit grâce au petit onglet Converser, soit en posant une question qu'on traitera à la fin du web séminaire. Pour information, le web séminaire durera environ une trentaine de minutes et vous aurez une quinzaine de minutes d'échange de questions-réponses si vous avez des questions à poser. En fin de ce support, vous aurez l'adresse email et le contact de notre intervenant si vous avez des questions un petit peu plus poussées à lui poser. Et nous vous enverrons bien évidemment le support de présentation si jamais vous arrivez en cours de route ou si vous avez besoin de le relire. David, si tu es prêt, on peut commencer. Merci Romane, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du maintien de l'emploi en recherche, développement et innovation. Et on va avoir un focus à la fin de la présentation sur le plan de relance et les dispositifs qui ont été mis en place justement via ce plan de relance pour pouvoir vous permettre de préserver soit les emplois au niveau de la R&D, soit potentiellement d'en créer de nouveaux. Il y a déjà des dispositifs qui existent, on va les voir et on va voir comment ils arrivent potentiellement à se combiner. Romane l'a dit, je dirige une filiale de Layton qui s'appelle Sciences MeUp et on est spécialisé dans le recrutement de profils scientifiques. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, si ça c'est la prochaine, oui. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter rapidement le groupe Layton, de parler ensuite de la R&D et de l'innovation. Pourquoi est-ce que c'est la clé du maintien de vos parts de marché aujourd'hui? Vous donner un rapide aperçu du marché de l'emploi scientifique aujourd'hui en France. Comment est-ce qu'on finance des collaborateurs dédiés à la R&D en optimisant sa trésorerie? C'est une grosse partie du sujet. On va parler des docteurs et du statut de jeune docteur en particulier, des doctorants CIFRE. Et nouvelle chose, via le plan de relance, ces contrats de recherche collaboratifs qui sont adossés à ce plan de relance et les emplois qui vont permettre de maintenir ou de créer. On parlera ensuite de l'accompagnement qu'on peut mettre en place via ma structure et ensuite on aura un temps d'échange pour balayer les potentielles questions que vous aurez. Donc le groupe Layton, en rapide introduction, c'est une société qui a aujourd'hui plus de 23 ans, qui est ouverte dans 13 pays. 13 pays, pourquoi? Puisqu'on vient d'ouvrir la Suède. C'est un peu plus de 1700 collaborateurs à travers le monde, 28 bureaux et un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les extensions du groupe Layton, la croissance à l'international, sont basées sur l'innovation. L'innovation qui est un des produits phares au sein de Layton. En France, on va avoir 8 bureaux qui a une présence locale au sein des écosystèmes. Moi, je vis à Strasbourg, je donne la conférence au sein de Strasbourg et j'ai des équipes Sciences MeUp qui sont réparties un peu partout en France. Et vous avez des consultants Layton et le groupe Layton qui est réparti sur tous les bureaux que vous voyez ici. Aujourd'hui, on va parler en particulier d'innovation, des parties recrutement et surtout RH de l'innovation. Layton, c'est un accompagnateur au global de l'innovation, que ce soit sur son financement avec des aides qui peuvent être indirectes, type le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, indirect via toutes les aides et subventions possibles. Et ensuite, on va avoir plutôt des actions d'accompagnement à la structuration de la R&D, type le recrutement, type la propriété intellectuelle et sa fiscalité, les garanties, crédit d'impôt recherche, les missions d'organisation et de structuration de la recherche et développement. L'idée de Layton, c'est d'apporter une approche sur mesure et surtout une vision à 360 de l'innovation qui va vous permettre de la structurer, de la financer et de la piloter. Aujourd'hui, on est dans une crise qui arrive, une crise qui est là depuis plusieurs mois. C'est la crise qu'entraîne la Covid. La R&D, l'innovation, ça a toujours été une clé pour sortir d'une crise vers le haut. Alors, on va le voir, ce n'est pas une idée qui est nouvelle. Vous avez un article qui est assez intéressant de la revue d'économie politique qui a été écrit par Céline Julien et Bernard Ruffio, qui dit qu'avant les années 90, globalement, l'innovation, c'était en grande partie dégager des avantages concurrentiels, en grande partie sur les coûts.
Globalement, c'est à ce moment-là où on a commencé à voir apparaître des superstructures pour faire des économies d'échelle en particulier. Et ils évoquaient à ce moment-là que la R&D réelle, qui permettait de gagner des parts de marché, sa caractéristique, c'était au plus possible d'être transférable, genre de créer quelque chose qui pouvait potentiellement se vendre, et que ça présentait de nombreux risques de résultats, et forcément, c'était risqué pour les investissements. On a, depuis 1990, avec ce choc justement de la mondialisation de ces superstructures, une structuration de l'innovation qui se dégage, avec deux pans très importants qui sont soit l'innovation produit, c'est-à-dire qu'on va développer un nouveau produit, voire l'innovation de processus. C'est un nouveau procédé de fabrication, une nouvelle organisation dans l'entreprise. En général, l'une entraîne l'autre. Et donc, c'était l'enjeu en particulier des années 2000. C'était l'enjeu de la décennie d'après, forcément après la crise de fin de l'année de la décennie 2000-2010. Et aujourd'hui, si je dois faire l'état des lieux, l'innovation, ça reste un rempart contre la crise. Ça, c'est le titre Éco. Et au final, on voit qu'après chacune des crises, on a ces sorties positives qui sont en général dues à de l'innovation. Que ce soit la crise actuelle, il y a des références qui viennent d'il y a quelques jours, voire quelques semaines, des références qui sont beaucoup plus anciennes. Elles sont soit de magazines spécialisés, soit de journaux plutôt grand public, voire de rapports ministériels de Bercy. Globalement, pourquoi est-ce que ça permet de maintenir des parts de marché ou du moins de sortir positivement de la crise? Alors aujourd'hui, l'innovation, la R&D, ça permet de maintenir cette position-là. Pourquoi? Le premier point, c'est que ça va permettre de continuer à produire. Innover, c'est produire. Produire, c'est maintenir une compétitivité, forcément. Innover, développer de la R&D, c'est potentiellement breveter. C'est potentiellement déposer des licences, gérer de la propriété intellectuelle, qui vont potentiellement être des actifs, qui vont pouvoir se vendre, se louer et donc optimiser les finances de l'entreprise à moyen terme. C'est un avantage concurrentiel sur des aspects de chasse commerciale. On est toujours plus attractif lorsqu'on dit qu'on fait de l'innovation, des techniques de marketing très courantes. Et ensuite, vous avez une stratégie de différenciation. L'idée, forcément, de faire de la recherche, c'est aussi de développer de nouveaux plans de marché, de développer des optimisations, de nouveaux produits. Et ça permet d'acquérir potentiellement des parts de marché sur lesquelles vous n'étiez pas positionné jusqu'à présent. Les deux enjeux, en regard de ça, c'est le financement de l'innovation qui est un énorme sujet. Et le deuxième aspect, c'est le recrutement. Et ces deux sujets, on va voir qu'ils sont intimement liés aux différentes étapes du processus de l'innovation. Alors, je reprends l'illustration de Baptiste Hamel, qui est une simplification assez fantastique d'un processus innovant, des différents financements activables aux différents moments, justement, de la maturité d'une innovation. Donc, si on part du démarrage de graphique, de l'état de l'art, il y a une grosse partie R&D au démarrage d'une innovation qui vont être financées par plusieurs mécanismes, le crédit d'impôt recherche, le statut de jeune entreprise innovante, voire de jeune entreprise universitaire, les programmes différents d'aide et subventions qui peuvent justement arriver à prendre en charge cette typologie de sujet. On voit aussi qu'il y a des programmes collaboratifs de recherche et on va en parler justement dans le plan de relance. Du moment où le gros déplayage est fait, on passe à l'innovation, où là, on va activer d'autres mécanismes, plutôt des subventions, du crédit d'impôt innovation et des aides potentiellement sectorielles. On peut aussi se financer par la dette, bien forcément. Du moment où on commence à développer un chiffre d'affaires, on se rend compte qu'on va débloquer ou du moins passer à une autre étape du financement. On va avoir des prêts participatifs classiques, des aides à l'internationalisation et donc développer un chiffre d'affaires qui va générer une capacité d'autofinancement. Cette capacité d'autofinancement, en général, elle peut être réinjectée dans des mécanismes de R&D premiers. C'est cette idée de diversification des produits de l'innovation. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans tous ces sujets-là, ici, lorsqu'on est encore dans de la R&D et de l'innovation, il y a des mécanismes qui sont à activer et en particulier pour prendre en charge le coût de personnel scientifique. On va le voir, je vais en parler, jeune docteur, contrat CIFRE.
Pour avoir une vision au niveau français du marché de l'emploi scientifique, on va regarder ce qui se passe ici. On a parlé justement aujourd'hui d'innovation, de financement de l'innovation. Je vous ai dit que les deux enjeux de l'innovation en soi, c'était le financement et le recrutement. Alors, si on regarde en détail, puisqu'elles sont intimement liées, aujourd'hui, le principal frein à l'innovation, ce n'est pas la finance, c'est le recrutement. C'est une donnée de BPI France qui date de mai 2018. Et pour 52% des entreprises françaises, donc elles estiment justement que ce frein à leur croissance, c'est le recrutement et pas le financement. Et lorsqu'on regarde dans le détail sur ces sociétés-là, il y en a la moitié qui vous disent qu'elles ne peuvent pas lancer de projet de recherche, que ça les bloque complètement. Donc, on a 25% des entreprises innovantes qui n'arrivent pas à innover, pas par manque de fonds, mais par manque de personnel. 52%, c'était en 2018. L'INSEE parle même de 60% aujourd'hui sur une statistique de 2020. Donc, on n'est pas dans une tendance qui s'améliore. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui dans les départements R&D? Alors, ce qu'il faut savoir sur le marché de l'emploi français au niveau des cadres scientifiques, donc statistiques de 2018, 2019 et 2020, 2020 étant une année forcément très particulière. On a un délai minimum de recrutement d'un cadre en France, toutes spécialités confondues, qui prend entre 3 à 6 mois. Ça, c'est pour les 2/3 de recrutement de cadres. Là-dedans ne sont pas comptés les 3 mois de préavis en général que vous allez avoir dans des contrats de travail de cadre. On a aujourd'hui un faible nombre de candidatures sur les offres d'emploi qui sont publiées. Ça s'explique par un plein emploi des cadres. En tout cas, on a une zone aujourd'hui qui oscille entre 3 et 5%. Alors, je dis 5% via le Covid. De cadres scientifiques qui sont sur le marché de l'emploi. Ça correspond à peu près à une zone tampon qui devient difficilement compressible. C'est des personnes qui sont soit en reconversion, soit en création d'emploi, soit en retour de congés parentaux, par exemple, et qui donc se retrouvent au chômage de façon assez transitoire. Vous avez aussi, dans la statistique, la première qui disait qu'il y a pour 2/3 des cas entre 3 à 6 mois, vous avez pour 1/3 des postes de cadre, ça va prendre plus de 6 mois sur un recrutement. 6 mois, on rajoute un préavis de 3 mois, on a donc 9 mois en global, en moyenne. C'est dramatique lorsqu'on a besoin de quelqu'un dans un instantané. On a 9% des postes de cadre aujourd'hui en France qui sont pourvus par mobilité interne, justement pour pallier potentiellement à ce mécanisme-là. 10% des postes de cadre qui ne sont jamais pourvus, dont les recherches sont tout bonnement abandonnées. Et si on regarde dans le détail, plutôt en innovation et en production, ça atteint même 16% de cette statistique. Alors, il y a forcément des solutions, ou du moins des pistes qui permettent de contrebalancer ça. Le recrutement de cadre, c'est un poste à temps plein. C'est un vrai métier. Si aujourd'hui, il y a un faible nombre de candidatures, c'est qu'en fait, il y a une notion où aujourd'hui, c'est de la chasse, c'est du sourcing. C'est en général fait par des cabinets. Aujourd'hui, pour vous donner une statistique interne, on a plus de 95% des candidats qu'on place chez les clients qu'on accompagne qui viennent en fait de chasse directe et d'approche directe. La candidature, effectivement, c'est plus quelque chose qu'on voit beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. Il y a un plein emploi des cadres, donc il y a aujourd'hui des stratégies de différenciation des employeurs pour justement développer leur marque employeur et leur attractivité. Il y a une notion d'anticipation très importante sur le recrutement de cadres. Si vous avez des budgets recrutement qui ont été validés en décembre, ouvrez vos recrutements tout de suite, même si c'est que pour une prise de poste en juin. On n'est jamais trop précautionneux justement sur cette capacité d'anticipation. Je vous renvoie aux statistiques ici, de 3 à 6 mois pour 2/3, puis plus de 6 mois pour 1/3 des postes de cadre. La mobilité interne, c'est une solution de secours qui est dommageable. Si elle est trop utilisée, on a tous l'image d'une société qui fait que de la promotion interne et qui globalement fonctionne en vase clos. Il y a 10% des postes de cadre qui ne sont jamais pourvus. Là aussi, l'intérêt, c'est potentiellement de se faire accompagner pour établir des fiches de poste qui sont réalistes dans le prix du marché et qui permettent d'attirer des candidats. Et ensuite, si on a 16% des postes de cadre en R&D et en innovation qui ne sont jamais pourvus, c'est potentiellement, il faut soit s'intéresser à des niches de candidats, des formations qui peuvent être différentes, voire bien anticiper effectivement si on est sur de la création de postes qui est en général plus compliqué que du remplacement.
Alors, le vivier de l'emploi scientifique, si on doit le voir, je ne vais pas rentrer dans toutes les statistiques, hein, mais pour vous donner un rapide aperçu là-dessus, ces données, elles sont disponibles via le ministère de l'Enseignement supérieur. On a environ 160 000 diplômés de master par an, 15 000 diplômés qui sortent d'écoles d'ingénieurs, et tout confondu, si on enlève les masters de langue, littérature, sciences humaines et sociales, de droit, on va se retrouver avec 35 000 masters de sciences, STAPS et santé. Et là-dessus, vous avez depuis une quinzaine d'années une réduction drastique des personnes qui poursuivent leurs études jusqu'au doctorat. C'est la statistique qui est ici, on compare de 2006 à 2016. On a une réduction qui est assez folle, de 26 points de personnes qui s'engagent dans un processus d'obtention d'un doctorat. Et on va voir que par chance, le nombre de diplômés se maintient, mais qu'effectivement, il n'est pas dans une notion de croissance. Alors, on y arrive après l'innovation, après l'état de l'emploi scientifique. Comment est-ce qu'on finance aujourd'hui des collaborateurs qui sont dédiés à la R&D? Comment est-ce qu'on optimise finalement ce besoin de recrutement et ce besoin d'être attentif à la finance? Les deux enjeux aujourd'hui de l'innovation. Alors, aujourd'hui, le docteur, je vais en parler, le docteur et le jeune docteur. Lorsqu'on regarde la composition des équipes R&D, à nouveau, c'est des statistiques du ministère, on a 12% de docteurs dans les équipes R&D dans le privé, 17% qui vont être des masters, dont des personnes qui sont engagées dans des processus CIF, donc qui vont passer leur thèse ou qui sont en cours de la passer, et 56% d'ingénieurs. Alors, cette sous-représentation des docteurs, je pense que vous en entendez parler, vous en avez entendu parler, on en entendra encore parler, très souvent via la fuite des cerveaux. C'est une expression qu'on utilise souvent pour dire que les docteurs français, en général, partent à l'étranger pour trouver, en général, des prairies peut-être un peu plus vertes ou du moins des postes qui peuvent être un peu plus intéressants pour eux. Alors, le docteur, pourquoi est-ce que c'est important dans aujourd'hui des sociétés innovantes d'en avoir? Parce que c'est un indicateur d'innovation. C'est un indicateur d'innovation qui va permettre d'envoyer des signaux extrêmement positifs à l'administration fiscale lorsque vous déclarez du crédit d'impôt recherche, lorsque vous demandez un statut de jeune entreprise innovante, de jeune entreprise universitaire, lorsque vous allez même sur des guichets d'aide et subventions européens, par exemple. Pourquoi? Parce que globalement, c'est des profils qui ont été formés par la recherche, pour la recherche, dans un contexte de recherche. Donc, c'est un indicateur, en plus d'être valorisant, on va le voir au niveau de l'assiette de dépenses du crédit d'impôt recherche, qui va être sécurisant. Pour donner une remontée terrain, aujourd'hui, du nombre de diplômés d'un doctorat en France, c'est un nombre aujourd'hui environ 14 000 qui se maintient depuis une dizaine d'années. Même avec la réduction du nombre d'inscriptions en doctorat, on se rend compte que les personnes qui le décrochent, c'est environ 14 000 personnes. Et ça, c'est une statistique, c'est un chiffre qui est stable depuis 2009. Et la répartition, elle est stable également sur les diplômes qu'on délivre chaque année. On va avoir un peu plus de 6 000 docteurs en sciences et leurs interactions. Alors, sciences et interactions, c'est maths, physique, chimie, ingénierie. Vous en avez 2 800 en sciences du vivant, donc biologie, sciences de la santé, agronomie, écologie. Importants, ne sont pas comptés dans cette statistique-là. Hein. Le diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de docteur en chirurgie dentaire. On parle bien d'un doctorat d'université et pas d'exercice. Hein. On parle d'un doctorat qui s'obtient au bout de 3 ans à minima de recherche. Et vous avez ensuite 5 000 docteurs en sciences humaines et sociales, histoire, société, études politiques, langue, ainsi de suite. Important, pourquoi est-ce qu'on embauche aujourd'hui des docteurs? Alors, pourquoi est-ce que c'est un indicateur qui est sécurisant forcément vis-à-vis de l'administration fiscale? C'est parce qu'aujourd'hui, un docteur, forcément, si on a poussé à minima 8 ans d'études après un baccalauréat, c'est qu'on a des compétences techniques qui sont spécialisées dans un domaine précis. Mais il y a énormément de compétences transférables. Vous avez une reconnaissance du doctorat depuis 2018 via le RNCP, qui va justement reconnaître des compétences qui vont être formalisables et transférables, et la gestion de projet, la communication, la gestion de l'innovation, justement.
Ces compétences transférables non formalisables qui sont la capacité à gérer des problèmes complexes, cette ouverture d'esprit, cette capacité à collaborer. Les compétences forcément complémentaires à tout cela qui sont la rigueur, la créativité, l'adaptabilité et quelques métacompétences qui sont extrêmement importantes et dont on parle depuis 2 ans plus en plus, c'est cette capacité à apprendre. Effectivement, si on arrive au bout d'un doctorat, c'est qu'on a continuellement continué à apprendre. Pourquoi est-ce que je vous parle des docteurs en particulier? Parce que le docteur, et le jeune docteur en particulier, ça vous donne un avantage fiscal considérable s'il est positionné sur des activités de R&D. Alors, le jeune docteur, c'est un docteur qui a décroché son doctorat, qui est diplômé, et qui va obtenir son premier contrat CDI, suivant la soutenance de son doctorat, et qui va être impliqué dans des activités de R&D. On va voir à quel point c'est intéressant. Aujourd'hui, et dans le contexte, c'est important de le savoir, on est dans une crise. Malheureusement, il y a des sociétés soit qui rentrent en liquidation, soit qui rompent des périodes d'essai. Le jeune docteur conserve son statut de jeune docteur s'il y a une rupture du contrat de travail durant sa période d'essai, bien que ce soit valable qu'une seule fois, ce joker. Ce joker existe aussi si malheureusement la structure juridique qui l'emploie venait à cesser, à être liquidée. À nouveau, pour une statistique très terrain, le statut de jeune docteur, ce dispositif qui existe, qui est mis en place par l'administration fiscale, il a été, pour les dernières statistiques qu'on a, utilisé environ 1600 fois en 2014. 1600 fois pour 14 000 diplômés par an, pour rappel. Pourquoi est-ce que c'est si intéressant? Alors, lorsque vous déclarez du crédit d'impôt recherche, globalement, vous avez un montant de vos sommes investies qui va vous être remboursé à hauteur de 30%. Ça, c'est globalement la règle du crédit d'impôt recherche. Alors, il y a un joker sur une des personnes que vous pouvez embaucher et donc positionner dans vos structures et dans vos équipes R&D, c'est le salarié jeune docteur. Donc, j'ai 2 lignes de comparaison, un salarié qui est impliqué dans des activités de R&D qui n'est non éligible à ce statut de jeune docteur et ce salarié qui est jeune docteur. Pour rappel, un salarié qui a eu un doctorat et qui est aujourd'hui impliqué dans des activités de R&D. J'ai pris en comparaison un salaire chargé, donc un coût total pour l'entreprise de 70 000 €, qui est plutôt un salaire confortable pour un jeune docteur, qui va être un salaire brut entre 52 et 54 000 € pour pas dire d'erreur. On va considérer un taux passé en R&D à 95%. Je retiens donc 95% du salaire chargé. Je vais obtenir 66 500 € pour le salarié non jeune docteur. Et tiens, j'ai une première bonification ici pour le salarié jeune docteur. Je double l'assiette de dépenses. Ensuite, l'administration fiscale nous donne une règle de calcul qui nous permet de calculer les frais de fonctionnement des salariés. 43%, j'ai mis un petit astérix ici puisque ça a changé. On était à 50% avant, on vient de réduire, on est à 43%. 43% justement du salaire retenu. J'augmente encore mon assiette de dépenses de un peu plus de 28 000 €. J'ai donc un montant total de dépenses de 66 000 plus 28 000 €, 95 000 €. Le crédit d'impôt recherche me rembourse 30% de ce montant-là, un peu plus de 28 000 €. Dans le cas du jeune docteur, on a vu qu'on avait cette bonification ici, mais on a aussi cette bonification sur ce taux-là. Je vais donc avoir 86% de 133 000 €, je vais avoir 114 000 € ici, et donc au total, je vais avoir un montant de dépenses totales bien plus élevé, via le statut de jeune docteur, que sur un salarié lambda impliqué dans des activités de R&D, à peu près 250 000 €. 30% là-dessus, je récupère donc 74 000 €. Alors effectivement, ça peut paraître surprenant, mais on récupère un peu plus que ce que nous coûte le jeune docteur. Alors ce statut ne dure pas à vie, ce statut de jeune docteur dure 2 ans, mais pendant 2 ans, vous pouvez bénéficier, si votre jeune docteur est impliqué dans des activités de R&D, de ce mécanisme-là. Bien sûr, après les 2 ans, il tombe dans cette catégorie-là où vous avez toujours 30% des dépenses qui vont être éligibles au crédit d'impôt recherche. Deuxième profil qui peut être justement optimisable via de la finance, c'est les doctorants CIFRE. CIFRE, pour convention industrielle de formation par la recherche, c'est globalement un doctorant, donc
quelqu'un qui a un grade Bac+5, qui s'implique dans une thèse qui va se passer entre une structure socio-économique, donc une entreprise, une association, une collectivité publique et un laboratoire de recherche. On s'engage pour un contrat à minima de 3 ans, un CDD, bien que ça puisse être déjà un CDI. Et l'idée, c'est de réaliser une thèse sur ces 3 ans. Vous avez ici 3 logos, en particulier celui de l'ANRT, qui est l'Association nationale de recherche et technologie, qui valide les sujets de thèse CIFRE. Alors, elle valide ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que on part sur des projets de thèse. Les projets de thèse doivent se faire sur de la recherche et non sur du développement. Il y a cette validation des sujets de thèse qui sont déposés. À nouveau, pour avoir une statistique, on voit aujourd'hui qu'on a une augmentation du dépôt de dossiers, hein, c'est en jaune, reçus à la NRT et qu'aujourd'hui, on en valide moins. Hein, finalement, il y a des dossiers qui ne passent pas les étapes de validation de la NRT. C'est très souvent des sujets justement qui sont plutôt axés développement et non recherche. Et on a une statistique assez stable qui dit que la NRT valide à peu près 1400 dossiers par an, qui représentent globalement 10% du nombre de doctorats qu'on soutient chaque année en France, hein, pour ces 14 000 diplômés. Alors, pourquoi est-ce que autorité de validation, la NRT, elle valide? Si elle valide le sujet, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est que de facto, elle va octroyer une subvention de 14 000 € par an pendant 3 ans. Donc, globalement, 42 000 € sur le temps de la thèse. Cette subvention, puisque c'est une subvention directe, elle est attribuée de façon trimestrielle, ce qui est plutôt intéressant en termes de trésorerie, c'est-à-dire que vous récupérez 3 500 € tous les 3 mois. Le coût restant du salarié est éligible au crédit d'impôt recherche, on va faire le calcul juste après. Et par contre, vous avez une limite minimum de salaire qui est aux alentours de 24 000 € pour s'engager dans une thèse CIFRE. Donc, ce salarié doit à minima gagner donc 23 484 €. On voit sur le terrain de plus en plus forcément de sociétés et surtout en fonction des spécialités du futur doctorant CIFRE que ce salaire est souvent réévalué à la hausse. Pareil, données terrain, on va avoir des CIFRE dans tous les domaines scientifiques, un peu moins en physique et en sciences de la Terre, mais énormément en technologie de l'information et de la communication, en sciences humaines et sociales aussi, en sciences de l'ingénieur, en chimie et matériaux. Et on va avoir une répartition des CIFRE sur toutes les typologies d'entreprises. Les PME activent beaucoup ce mécanisme-là, les ETI un peu moins, les grands groupes ont l'habitude de ces mécanismes. Et on voit forcément des CIFRE plutôt aussi dans le domaine public, dans des associations, des collectivités territoriales. C'est important, lorsqu'on dépose un dossier de CIFRE, il faut identifier l'entreprise, ou du moins la structure d'accueil si elle est publique, le laboratoire de rattachement académique, et donc le directeur de thèse et le candidat. Une fois tout ça identifié, on dépose un dossier sur le site de la NRT. Il est important de vérifier l'éligibilité du candidat. Je vous alerte là-dessus, en particulier si vous avez des stagiaires master, par exemple, dans vos structures. Le salarié ne doit pas être présent depuis plus de 9 mois à date de la réception électronique du dossier. On va voir que via le plan de relance, il y a un mécanisme qui permet de potentiellement pas contourner, mais en tout cas trouver une solution à cette éligibilité-là qui pouvait parfois être problématique. On dépose le dossier et ensuite, vous avez à minima 3 mois de délai d'instruction. 3 mois, c'est vraiment quand ça se passe très, très vite. Il faut plutôt partir sur 4, voire 5 mois en fonction des périodes de l'année. Donc, c'est absolument quelque chose qu'il faut anticiper. Si par exemple, vous voulez mettre un projet de thèse CIFRE en place et que vous voulez le faire démarrer dans 2 mois, ce ne sera pas possible. Ça, c'est plutôt quelque chose qui se construit sur 6, 7, 8 mois si tout se passe bien. Dans le cas où, en plus, la NRT valide du premier coup. C'est important parce que ça va permettre tout de même, c'est un dispositif très intéressant, d'embaucher à moindre coût un diplômé Bac+5, déjà qui a un titre d'ingénieur ou un grade master. Ça va permettre d'effectuer un travail approfondi sur une problématique de l'entreprise. Vous allez bénéficier de l'expertise d'un directeur de recherche, on élargit le réseau de l'entreprise et on crée un partenariat public-privé qui est aussi comme avant, un indicateur positif sur de nombreux guichets d'aide et subventions, par exemple.
Je reprends le tableau d'avant et j'ai rajouté une ligne justement sur le chiffre. J'ai chargé le salaire minimum, donc 24 000 euros, je le charge, on arrive à 30 000. J'ai un taux passé à la R&D qui est ici de 100%. On a mis 95% sur les autres salariés. Le CIFRE, lui, son activité, c'est de faire une thèse. Donc, on est totalement sécure en posant 100% d'activité R&D dans les dépôts du crédit d'impôt recherche. On va donc avoir un salaire retenu de 30 000 euros. On n'a pas de bonification sur ce salarié-là, 43% de ces 33 000. J'ai donc des frais de fonctionnement de 12 900 euros. Donc, 12 900 euros plus 30 000, j'arrive à 49 900 euros de montant de dépenses totales. Je soustrais la subvention de la NRT de 14 000 euros dont je vous ai parlé avant. J'arrive donc à un reste à charge que je peux déclarer au crédit d'impôt recherche de 28 900 euros. Je récupère là-dessus 8 670 euros. Dispositif moins intéressant que le salarié jeune docteur, mais qui reste intéressant tout de même et qui peut permettre justement de déblayer des sujets potentiellement sur du plus long terme. Je vous rappelle qu'on s'engage dans un processus qui prend à peu près 8 mois pour que le dossier soit accepté et que ça démarre, et ensuite 3 ans de recherche. Alors, je vous en ai parlé au démarrage. Aujourd'hui, France Relance a mis en place des contrats de recherche collaboratifs qui sont adossés justement à ce plan de relance. L'idée, c'est de maintenir en emploi du personnel de recherche et développement des entreprises et de mettre à disposition des entreprises des jeunes diplômés et docteurs par la prise en charge plus ou moins importante de la rémunération du personnel par l'État. On va voir qu'il y a 2 mécanismes particuliers. L'idée, donc, c'est cette préservation de l'emploi. Vous allez avoir 2 premières actions qui vont être concentrées sur le maintien de l'emploi, donc la sauvegarde de l'emploi R&D en entreprise, et un deuxième mécanisme qui sont les salariés qui souhaitent s'engager vers une formation doctorale. Et on va avoir un deuxième mécanisme global qui est l'embauche et la création d'emplois par la 3e action, mise à disposition de jeunes diplômés niveau master et mise à disposition de jeunes docteurs. On va rentrer dans le détail de ces 4 actions. Alors, le premier de ces 2 premières actions, je vous rappelle, c'est le maintien de l'emploi. Le maintien de l'emploi, c'est une prise en charge à 80% de la rémunération dans le cadre d'une collaboration au sein d'une structure de recherche. Ça concerne qui? Les personnels de recherche et développement en CDI qui sont présents dans les effectifs au 31 décembre 2019. Sauf dérogation justifiée en cas d'une période d'essai qui a été valide. La durée de la collaboration, c'est 12 à 24 mois au maximum. Un quota de travail de 80% en structure de recherche qui accueille le salarié. Et vous avez un calendrier qui est opérationnel à partir du 1er janvier 2021 pour des contrats qui devront être conclus avant la fin de l'année 2022 pour une fin d'exécution, 24 mois au maximum après 2022, donc un arrêt du dispositif à fin d'année 2024. Les salariés qui souhaitent s'engager vers une formation doctorale, à nouveau, maintien de l'emploi scientifique. Et là, donc, on aurait potentiellement l'opportunité d'engager des salariés qui sont chez vous présents depuis plus de 9 mois vers un dispositif CIFRE. Donc, 50%, la prise en charge, c'est 50% pour le salarié de l'entreprise qui s'engage vers cette formation doctorale. Donc, il est aujourd'hui en emploi au sein de votre structure. Donc, on part vers un dispositif CIFRE. Donc, c'est un ingénieur, un master qui est en CDI. On a un grade Bac+5 qui est forcément obligatoire. Une durée de collaboration sur un modèle de doctorat. Donc, du coup, on part sur 36 mois, 3 ans. Et un quota de travail, 50% d'entreprise, 50% dans le laboratoire de recherche. C'est opérationnel à partir du 1er janvier de cette année. En revanche, les contrats doivent être conclus à la fin de l'année au plus tard pour une fin d'exécution au maximum au 31 décembre 2024. Donc, globalement, ces 2 mécanismes de maintien de l'emploi, c'est le gouvernement qui les met en œuvre afin d'éviter des licenciements de personnel de R&D pendant la crise, tout en leur permettant d'entretenir et d'accroître leurs compétences au sein de laboratoires publics. Voie d'innovation. Ces mesures, elles sont temporaires et elles contribueront à renforcer les liens entre entreprises et laboratoires publics de recherche tout en apportant justement ce soutien. C'est important parce que là, on crée des contrats de recherche collaboratifs qui sont
en général des indicateurs et de plus en plus qui sont demandés lorsque vous faites des demandes d'aide et subventions. Donc, ça reste une voie royale pour entrer dans ces démarches-là et en plus de ça, préserver des emplois au sein de vos structures. On passe à la deuxième catégorie qui est la création d'emplois. Donc, la première action, l'action 3, c'est la mise à disposition de jeunes diplômés de grade Bac+5, master, ingénieur, équivalent potentiellement internationaux. Donc, 80% pour les jeunes diplômés de niveau master, c'est la prise en charge par l'État lorsqu'ils sont embauchés par une structure de recherche et partiellement affectés dans une entreprise. Donc, ça concerne qui? Les diplômés des deux poules de promotion, donc 2019-2020, 2020-2021, donc qui sont impactés par la crise. La durée de collaboration, c'est 1 à 2 ans. Quota de travail, 80% dans l'entreprise qui accueille le salarié. Et ensuite, vous avez un calendrier opérationnel, donc à partir de cette année à nouveau, contrat qui devrait être conclu avant la fin de l'année 2022 et pour une durée d'exécution et une limite d'exécution au 31/12/2024. Important, c'est accessible aux entreprises de services. Action numéro 4, la mise à disposition de jeunes docteurs. Création d'emplois, à nouveau. Donc, la prise en charge, elle est la même. L'idée, c'est qu'on utilise le terme très souvent post-doctorat pour des contrats qui sont arrivés après le doctorat et qui sont non statutaires ou qui sont non pérennes. On parle parfois de contrats post-doctorat, post-doctorant dans l'administration publique, par exemple. Donc, c'est des docteurs à nouveau qui sont diplômés 2019-2020, 2020-2021, durée de collaboration sur 12 à 24 mois. Le quota de travail, c'est 80% dans l'entreprise qui accueille le salarié, alors que la prise en charge, c'est 80% justement dans la structure qui accueille le laboratoire. Opérationnel à partir de cette année, contrats devant être conclus, même mécanisme qu'avant, avant la fin de l'année 2022, pour une fin d'exécution en 2024. C'est aussi éligible pour les entreprises de services. Alors, cette mesure-ci, elle est mise en place par le gouvernement, cette fois qui entend soutenir l'effort de recherche et développement des entreprises qui a forcément été mise à mal par la crise économique, tout en préservant de l'autre côté les débouchés professionnels de la génération 2019, 2020, 2021, des jeunes diplômés et docteurs qui se destinent à une carrière dans la R&D privée. C'est important, les jeunes diplômés de niveau Bac+4, 5 et docteurs, ils sont embauchés en CDD par un laboratoire public de recherche et encadrés par un personnel de recherche. Pour la quotité du temps passé en entreprise, son salaire chargé est financé à hauteur de 80% par l'État et donc il y a un 20% restant à charge pour l'entreprise. Vous avez un détail à nouveau dans les sources que je vous ai laissées. Pour potentiellement aller plus loin. Ce qui est important ici, c'est que globalement, il y a une méthodologie d'action en fonction de ces deux catégories, soit le maintien de l'emploi, soit la création d'emplois. Il y a aujourd'hui un contrat de recherche collaboratif qui est à créer entre la structure de recherche, X ou Y laboratoire, et l'entité qui va accueillir ces personnes. La demande se fait soit auprès de l'ANR pour les mises à disposition de salariés, soit au niveau de l'ANRT pour les doctorats industriels. Et ensuite, vous avez toutes les entreprises de tous les secteurs qui sont éligibles, de toute taille, bien sûr avec une limite à 60% des grandes entreprises partenaires au cours des 6 premiers mois. Les sociétés doivent être créées avant le 1er janvier 2019, forcément disposer de capacités internes au R&D et les actions 3 et 4. Donc, les actions 3 et 4, c'est plutôt des actions de création d'emplois. Elles sont réservées prioritairement aux petites structures qui start-up PME. Et ensuite, forcément, vous allez avoir une cohérence des projets de recherche avec les plans territoriaux de transition juste et énergie-climat. Alors, j'en arrive à la fin du webinaire. Moi, je dirige une structure, justement, de recrutement scientifique qui s'appelle ScienceMiup, qui est filiale de Layton, qui accompagne globalement aujourd'hui des départements R&D de très grands groupes, mais aussi des startups qui veulent se structurer, qui structurent leur innovation, qui créent leur équipe de recherche. On accompagne tout type de structure, tout type de sujet,
chacun au sein de Science MyUp aujourd'hui est recruteur de globalement profil Bac+5 jusqu'à Bac+8, toutes sciences et techniques confondues. Alors, chacun ne fait pas toutes les sciences et techniques. Moi, par exemple, je suis biophysicien, j'ai un doctorat de biophysique et je vais accompagner des recrutements qui vont rentrer dans mon spectre de compétences. L'idée, c'est qu'on accompagne aujourd'hui de façon sectorielle des structures. J'ai toute une équipe aujourd'hui de recruteurs qui ont une spécialité technique et scientifique avant d'avoir rejoint le recrutement. On accompagne des recrutements en R&D pur pour 2/3 des cas de recrutement qu'on accompagne et on va avoir des doubles casquettes scientifiques et autres sur 1/3 des cas, type commerce, type marketing, type profil achat, assurance. Donc, quand il y a un background scientifique et une autre couleur qui a été donnée au profil. Aujourd'hui, on délivre le marché français, mais on prospecte à l'international et il y a cette approche mixte de profil en poste, profil disponible et profil en poste justement sur le secteur public et privé. On est des scientifiques, on a une méthodologie d'accompagnement scientifique au recrutement en 6 étapes. La qualification du besoin qui nous sert d'audit et de calibrage de votre fiche de poste. Donc, on la pitch, on fait un audit. On part en sourcing puis en chasse. Forcément, après cet audit-là, il y a plusieurs personnes qui interviennent, forcément, avec un recruteur scientifique référent. On évalue et on sélectionne les candidatures en fonction de l'audit, justement, et des compétences techniques et transverses qui nous ont été demandées par nos clients dans l'audit, avec présentation des premiers profils sous 1 à 4 semaines en moyenne. On transmet les candidatures avec des comptes rendus détaillés, points forts et points de vigilance qu'on a perçus. On vous aide à la prise de décision et à la négociation lors des processus d'entretien. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un suivi d'intégration tout le long de la période d'essai, puisqu'on a une assurance candidat dans nos conditions générales de vente. C'est-à-dire que s'il y a une défection de la part du candidat ou que vous mettez fin à la période d'essai parce que le candidat n'est pas à niveau de ce que vous attendiez, eh ben, on repart gratuitement dans un processus complet de recherche de candidats jusqu'à vous refournir quelqu'un. Donc, on est sur un processus complet d'accompagnement avec des méthodologies d'évaluation technique et transverse des candidats. On est non exclusif, on est plutôt rapide puisqu'on vous présente les premiers profils sous 1 à 4 semaines. On suit cette intégration, il y a cette assurance candidat. Je vous en ai parlé aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes qui permettent d'optimiser les dispositifs d'emploi, type crédit d'impôt recherche, type dispositif CIFRE, type aide et subventions. Et là-dessus, étant filiale de Layton, on est tout à fait en mesure de vous accompagner sur ce sujet.